Vous allez suivre l'histoire de la plus grande parfumeuse mondiale, Madame Cognet-Jacqueline. L'histoire est illustrée par des chansons. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Qui aurait pu deviner que le destin d'une grande figure de la parfumerie de luxe commencerait dans la poussière d'une caserne en Algérie? Loin des champs, de la vente de grâce, Jacqueline Cognet a grandi au son du clairon et des bruits de bottes. Fille d'un légionnaire, son enfance a été marquée par les odeurs âpres du cuir, de la poussière du désert et parfois des épices s'échappant des cuisines. Mais à travers ce quotidien austère, elle observait les femmes algériennes passer, laissant derrière elles des effluves de jasmin et de fleurs d'oranger. Ces senteurs exotiques ont éveillé en elle une curiosité, une sensibilité unique pour le monde des odeurs, sans savoir que ce talent serait la clé de son avenir. À 12 ans, c'est le grand départ. Son père prend sa retraite et la famille quitte la rudesse de l'Algérie pour la verdure de l'Alsace. Pour Jacqueline, c'est un choc, mais aussi une révélation. À 13 ans, au lieu de s'intéresser au flirt et à l'école, elle passe son temps à explorer les champs. Elle découvre une explosion de couleurs et de parfums. Coquelicots, bleuets, marguerites, un univers floral qu'elle n'aurait jamais imaginé. Son obsession naît alors. Comment capturer et conserver pour toujours ces odeurs magnifiques? Elle veut arrêter le temps, mettre en flacon l'âme de cette nouvelle terre. Sans aucune connaissance en chimie, ses premières tentatives sont instinctives et naïves. Elle écrase des pétales, les mélange avec de l'huile ou de l'eau, mais les résultats sont décevants. Loin de se décourager, cette fille de légionnaire, têtue et déterminée, se plonge dans les livres à la bibliothèque municipale. Elle y découvre les secrets de l'enfleurage, de la distillation, des huiles essentielles. Elle comprend que sa quête est un art, une science. Elle se met alors en tête qu'il lui faut un alambic pour extraire l'essence pure des fleurs. Un jour, au marché aux puces, son regard est attiré par un vieil objet en cuivre, rouillé et abandonné. C'est un petit alambic. Son cœur bat la chamade. Elle supplie son père de le lui acheter. L'ancien légionnaire, plus habitué à manier un fusil, est d'abord perplexe, mais devant la passion de sa fille, il cède. Il passe des soirées entières à le nettoyer et le réparer. Puis vient le moment magique, la première distillation. Une minuscule goutte d'essence, pure et intense, extraite d'un champ d'églantier. À seulement 13 ans, Jacqueline vient de créer sa toute première matière première. Ce n'était pas encore un parfum, mais c'était déjà le parfum de l'espoir, la première pierre d'un futur empire. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous pour découvrir d'autres destins extraordinaires. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes au milieu des années 1960. Les petites bouteilles de Jacqueline contiennent désormais de vraies huiles essentielles, des concentrés intenses de la flore alsacienne. Mais son alambic de cuivre, malgré son charme, ne rapporte rien. Pour son père, Frédéric, l'ancien légionnaire, l'heure est au retour à la réalité. Les difficultés financières pèsent lourd et les jeux de sa fille ne peuvent plus durer. Un soir, à table, il lui dit sèchement « Jacqueline, on ne vit pas de la cueillette des coquelicots. Cet alambic, c'est un passe-temps. Tu as 13 ans, l'âge de commencer à te rendre utile. Il faut que tu trouves un petit travail, quelque chose qui rapporte de l'argent, même un peu. » Sa mère, Justine, essaie de le calmer. Mais Frédéric, elle apprend tellement. Mais son père est inflexible. Elle apprend à faire des jus qui ne se vendent pas. Ici, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Le cœur de Jacqueline se serre. Son monde de parfum, son refuge, son rêve est menacé par la froide logique de la survie. Elle comprend qu'elle doit aider sa famille. Mais au lieu d'abandonner son alambic, elle y voit une opportunité. Si elle doit travailler, pourquoi ne pas essayer de vendre ce qu'elle crée? Elle décide alors de combiner l'obéissance à son père avec la poursuite de son rêve. 10 ans plus tard, au printemps 1963, Jacqueline a maintenant 23 ans. Elle a perfectionné son art, mais vit toujours sous le toit familial, sans revenu stable.
Pour Frédéric, la situation est intenable. Un jour, il explose. 23 ans, Jacqueline. Tes amies se marient, elles travaillent, elles construisent leur vie. Toi, tu passes tes journées à distiller des vapeurs. La dispute est violente. Cette nuit-là, le cœur lourd, Jacqueline quitte la maison. Dans son baluchon, juste son carnet de formules et son précieux flacon d'églantier. Elle prend le premier autocar pour Mulhouse, la grande ville. Le voyage est silencieux, le paysage alsacien défile sous ses yeux tristes. Arrivée en ville, elle trouve rapidement un emploi chez Monsieur Müller, un traiteur réputé. Le marché est simple, nourri et logé dans une petite chambre sous les toits, en échange d'un travail acharné en cuisine. Une situation précaire, mais qui lui offre enfin l'indépendance. Entre elle et son père, un silence froid et amer est désormais scellé. L'histoire de Jacqueline vous touche? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de son incroyable parcours. Chez Monsieur Müller, Jacqueline est d'abord submergée. Habituée à la pureté des notes uniques du désert et des champs alsaciens, la cuisine lui apparaît comme un chaos complexe. L'acidité du vinaigre, la chaleur des viandes mijotées, le sucre caramélisé et surtout les épices. Le garde-manger devient son laboratoire secret. Elle ne se contente plus de goûter, elle sent. Elle compare la structure du parfum d'une rose à celle, bien plus complexe, de la muscade ou du clou de girofle. Elle découvre que les épices fonctionnent comme les notes d'un parfum. Le poivre, une note de tête volatile et piquante. La cannelle, une note de cœur chaude. Et la vanille, une note de fond douce et persistante. Elle réalise que l'art d'équilibrer une sauce est semblable à celui de créer un parfum. Cette période chez le traiteur n'est pas un obstacle, mais une école accélérée qui transforme son talent brut en celui d'une véritable compositrice d'odeurs. Un jour, une grande commande pour un banquet est compromise. La sauce principale est jugée trop terne par Monsieur Müller lui-même. Il peste. Ça manque de vie, Jacqueline. Les notes de fond sont là, mais rien ne les soulève. Jacqueline, qui a analysé la sauce, comprend le problème. Il manque une note de tête, volatile et excitante. Timidement, elle s'avance. Monsieur, il ne manque pas de force, mais de vitesse. Votre accord a besoin d'un point brillant. Avez-vous une pincée de poivre, de Szechuan ou un micro-zeste de bergamote? Le traiteur la regarde, stupéfait. De la bergamote dans ma sauce, aux champignons? Mais vous êtes folle. Elle insiste. Elle a un profil floral et piquant qui s'éteint vite. Elle va ouvrir la sauce, sans en changer le cœur. Intrigué et désespéré, Müller cède. Jacqueline ajoute le zeste. Le résultat est immédiat. La sauce, tout en gardant sa profondeur, se révèle sur une note fraîche et inattendue. Les clients du banquet sont conquis. Monsieur Müller observe alors Jacqueline avec un respect nouveau. Il ne voit plus une jeune fille sans métier, mais quelqu'un avec un nez exceptionnel. Après ce succès, tard un soir, Monsieur Müller l'interroge. Comment une fille qui a appris à cuisiner il y a quelques mois peut avoir un nez aussi fin? Hésitante, Jacqueline se confie. Elle lui raconte l'Algérie, son père légionnaire, les odeurs austères de la caserne contrastant avec le jasmin d'Alger, puis l'Alsace, son obsession pour les fleurs et cet alambic de cuivre déniché au marché aux puces. Mon père voulait que je sois sérieuse. Pour lui, ce que je faisais, c'était de la fumée qui ne paierait jamais le loyer. Alors, j'ai préféré tout quitter plutôt que d'abandonner mon rêve. Müller sourit doucement. Fumée qui ne paie pas le loyer, répète-t-il. Il se lève et revient avec un petit flacon en verre contenant de l'huile essentielle de cèdre Atlas. Je crois qu'elle vous sera plus utile qu'à mes champignons. Un nez comme le vôtre ne devrait pas sentir la graisse de canard toute sa vie. C'était une bénédiction. Le traiteur pragmatique devenait le premier à reconnaître son talent, lui offrant non pas un avertissement, mais un ingrédient pour son rêve. Monsieur Müller observe Jacqueline, l'éclat de l'ambition dans ses yeux. Il craint que ce talent qu'il a découvert ne soit la cause de son départ. Il lui dit, avec un ton de patron, qu'il ne l'a pas aidée pour qu'elle parte à Paris. Son commerce a pris de l'envergure grâce à elle, et si elle part,
Il perd son meilleur atout. Jacqueline comprend sa peur. Ce n'est pas juste une employée qu'il risque de perdre, mais l'élément magique qui rend sa cuisine exceptionnelle. Elle lui répond que sa passion, c'est le parfum, elle ne peut y renoncer. Müller, homme d'affaires instinctif, propose alors un compromis. Il lui demande de rester 6 mois de plus. Elle continue de l'aider en cuisine, mais il lui libère les soirées et lui donne un espace de travail. En échange, il veut qu'elle utilise son talent à son profit. Il veut qu'elle crée une signature olfactive unique pour ses invitations, ses cadeaux d'entreprise, une odeur que personne n'oubliera. C'est une proposition inespérée. Elle serait payée pour composer, pas pour faire la vaisselle. Elle accepte, mais pose une condition. Si elle réussit, elle partira après ces 6 mois. La signature Müller est un succès immédiat. Jacqueline a créé une senteur vive et élégante, mélange de bergamote, de feuilles de cassis et de poivre rose. Les clients ne parlent plus seulement de la qualité des plats, mais de l'atmosphère unique du lieu. La réputation de ce parfum de traiteur se répand. C'est ainsi qu'un après-midi, un homme se présente chez Müller. Il s'appelle Hans, un multimillionnaire de l'industrie de précision. Il n'est pas là pour commander des petits fours, mais pour le secret olfactif du lieu. Il demande à Müller qui est responsable de ce parfum. Fier, mais nerveux, Müller hésite. Révéler le nom de Jacqueline, c'est la perdre. Mais il ne peut mentir. Il avoue que c'est sa collaboratrice, mademoiselle Cognet. Hans demande à la voir. Jacqueline arrive, essuyant ses mains sur son tablier. Hans lui dit sans détour que ce qu'elle a fait n'est pas de la parfumerie d'ambiance, c'est de l'art. Il l'écoute raconter son histoire, son obsession pour les fleurs, son conflit avec son père. Il lui dit alors « La fumée, qui ne paie pas le loyer, mademoiselle Cognet. Quand c'est moi qui l'achète, cela s'appelle un investissement. » Il sort un carnet de chèques et lui propose de financer son laboratoire pour 6 mois afin de créer une ligne de parfums de luxe. En échange, il veut 50% de l'entreprise qu'ils créeront. La proposition de Hans est un choc pour Jacqueline. C'est la reconnaissance que son père lui a toujours refusée. Monsieur Müller, lui, est vert de jalousie. Il sent que l'âme de son commerce va lui être arrachée. Après le départ de l'investisseur, il confronte Jacqueline, lui disant que cet homme d'affaires va la broyer. Mais elle lui répond fermement qu'elle a un rendez-vous avec la parfumerie et qu'elle ne choisira pas une vie stable, sans rêve. Le soir même, dans un accès de rage, Müller trouve le numéro de la boulangerie où le père de Jacqueline reçoit ses appels. Il l'appelle sous un ton faussement compatissant. Il lui raconte qu'un multimillionnaire est venu chercher sa fille pour financer son rêve de fumer. Il termine en disant qu'elle est ingrate et irresponsable. Puis il raccroche, satisfait d'avoir semé la discorde. À Guebwiller, Frédéric, le père, sent une colère amère poussée par la rage et l'inquiétude semée par l'appel venimeux de Monsieur Müller. Frédéric Cognet prit une décision que son orgueil lui refusait depuis 10 ans. Il devait voir sa fille. Il devait l'empêcher de courir à sa perte. Il se rendit à la gare routière de Guebwiller et prit l'autocar pour Mulhouse. Le trajet fut un calvaire silencieux, chaque kilomètre ravivant sa colère et sa peur. Il arriva chez le traiteur Müller, le visage fermé, l'attitude du légionnaire prêt au combat. Il trouva Müller seul et satisfait, nettoyant son comptoir. « Où est Jacqueline ?» demanda Frédéric, sans préambule. Müller haussa les épaules avec un air de fausse désolation. « Ah, monsieur Cognet, vous êtes trop tard, elle est partie. »« Partie ? Où ça ?»« Avec ce multimillionnaire, Hans. Il est allemand, vous savez. Il lui a offert un laboratoire et des moyens qu'elle n'aurait jamais eus ici. Elle a pris la route de l'Allemagne ce matin. Une grande aventure pour sa fumée, n'est-ce pas ?» Frédéric, le roc, sentit un tremblement dans ses mains. Il n'était pas seulement en colère, il était anéanti. Il avait perdu sa fille une seconde fois, non pas à cause d'une fugue, mais à cause d'un rêve qu'il n'avait pas voulu reconnaître et qu'il avait lui-même poussé vers l'étranger. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Jacqueline était assise dans une Bentley avec chauffeur et avec Hans, filant sur l'autoroute vers l'Allemagne, les poches pleines d'ambition et de formules. Elle ignorait la manœuvre de Müller et le chagrin de son père. Pour elle,
C'était le grand saut vers le professionnalisme. Hans, silencieux et efficace, avait déjà loué pour elle un petit atelier à Fribourg, en Brisgau, un lieu offrant à la fois l'anonymat et un accès facile aux matières premières européennes. De retour à Guebwiller, Frédéric Cognet était dévasté. La colère, nourrie par les mensonges et la jalousie de Müller, s'était muée en une détermination froide. Il ne pouvait pas récupérer sa fille, mais il pouvait punir celui qu'il tenait pour responsable. Pour Frédéric, dont la vie était régie par le devoir et la propreté militaire, une attaque devait être ciblée et efficace. Son instinct de légionnaire, qui connaissait les ravages des nuisibles sur le terrain, lui dicta sa vengeance. Dans son atelier, il bricola une boîte en carton, soigneusement renforcée. Sans que Justine ne s'en doute, il se mit à capturer les souris des champs qui pullulaient en périphérie de Guebwiller. Il remplit un carton à chaussures d'une douzaine de ces rongeurs. Quelques jours plus tard, sous le couvert d'une nuit sans lune, Frédéric reprit l'autocar pour Mulhouse. Il marcha jusqu'à l'arrière de l'établissement du traiteur Müller. Discrètement, il s'approcha de la zone de livraison, souleva un couvercle de poubelle pour masquer le bruit et déposa son carton près de l'entrée de la cuisine. Il fit une petite entaille dans le carton et s'éloigna aussi silencieusement qu'il était arrivé. Il savait qu'à la première odeur alléchante, les souris trouveraient la sortie. Le lendemain matin, la cuisine de Monsieur Müller fut un chaos inimaginable. Les boîtes éventrées, les sacs de farine attaqués, des traces partout, une infestation qui, dans un commerce alimentaire, était une catastrophe absolue, potentiellement fatale. La rage de Müller contre Jacqueline s'était transformée en un désastre. La vengeance de Frédéric fut instantanée et dévastatrice. Pendant 3 jours, l'établissement de Monsieur Müller sombra dans un cauchemar sanitaire. La présence des rongeurs, amplifiée par les rumeurs qui couraient dans Mulhouse, fit fuir toute la clientèle. La réputation du traiteur, pilier de son commerce de luxe, s'effondra comme un château de cartes. Lorsque les inspecteurs sanitaires arrivèrent, l'ampleur des dégâts était telle que l'ordre tomba. Fermeture immédiate, avec un risque sérieux de ne jamais rouvrir. Müller était enragé, humilié. Il savait que c'était un sabotage. Il soupçonna d'abord Jacqueline, sans se douter que le coupable était l'homme qui l'avait lui-même trahi au téléphone. C'est au matin du 3e jour qu'un ouvrier fit une découverte capitale près de la zone de livraison. Glissée entre les pavés se trouvait une carte d'identité plastifiée et tachée de graisse, celle de Frédéric Cognet, avec son adresse et son ancienne profession de légionnaire. Dans la panique de son acte nocturne, Frédéric l'avait fait tomber de sa poche. La police fut immédiatement alertée. Pour Müller, la vérité fut un choc plus violent que l'infestation elle-même. C'était le père qui avait agi, et il l'avait fait parce que Müller l'avait manipulé avec des mensonges. La fureur du légionnaire venait de détruire sa carrière. Monsieur Müller, homme de procédure, vit dans cette carte d'identité non pas le désespoir d'un père, mais un levier. Il porta plainte pour sabotage commercial et mise en danger de la santé publique. Armé de cette preuve irréfutable, il engagea le meilleur avocat de Mulhouse. Son objectif, pourrir la vie de Frédéric. Les convocations de la gendarmerie arrivèrent si vite à Guebwiller, plongeant l'ancien militaire dans un cauchemar judiciaire. Lui, habitué à une discipline simple et directe, se retrouvait accusé comme un délinquant. Pendant ce temps, à Fribourg, Jacqueline était dans un tout autre monde. Hans lui avait fourni un petit laboratoire moderne, et elle passait ses journées et ses nuits à créer, mélangeant ses fleurs d'Alsace avec les essences haut de gamme qu'il lui achetait. Coupée du monde, sans téléphone, elle ignorait tout du scandale, de l'infestation et surtout du procès qui menaçait son père. Frédéric Cognet se rendit au commissariat de Mulhouse, le dos droit mais le cœur lourd. Confronté à la preuve accablante, son instinct de survie prit le dessus. Il ne pouvait admettre sa culpabilité. Il choisit de désigner la seule personne qui pouvait se défendre sans le savoir, sa propre fille. « C'est une erreur », dit-il d'une voix ferme. « J'ai perdu cette carte il y a des années. C'est ma fille, Jacqueline, qui l'avait dans ses affaires. C'est elle qui a eu le conflit avec Müller, et c'est elle qui a fui en Allemagne juste après les faits. » Le mensonge était crédible.
Jacqueline avait le mobile, l'accès au lieu, et elle était injoignable. Pour les enquêteurs, le scénario de la jeune femme vengeresse était plus plausible que celui d'un père respectable organisant une vengeance avec des souris. Frédéric venait de se dédouaner, mais il venait d'ouvrir une enquête contre sa propre fille. En sortant du commissariat, Muller aperçut Frédéric, de loin, le dos voûté, l'air brisé. Une rancune tenace poussa le traiteur à le suivre. Anéanti par son mensonge, Frédéric fit la tournée des bars de Mulhouse, buvant pour oublier. Muller l'observa, à distance, glisser peu à peu dans la déchéance, jusqu'à ce que l'ancien légionnaire s'écroule, épuisé et ivre, sur un banc dans un jardin public. Observant Frédéric endormi, Muller réalisa l'opportunité qui s'offrait à lui. La vengeance par la justice était lente, celle par la destruction serait immédiate. Il mit au point un plan diabolique. Son magasin étant déjà fermé et insalubre, un incendie masquerait le scandale des souris et lui permettrait de toucher une belle indemnité d'assurance. Et pour l'accusé idéal, il avait Frédéric, ivre sur un banc, sans le moindre alibi. Muller rentra chez lui, récupéra un jerrycan d'essence et retourna à son magasin. Il versa le liquide inflammable dans les cuisines, alluma un foyer et s'enfuit. L'incendie ravagea tout. Au matin, la police n'eut qu'à assembler les pièces, le mobile de la vengeance, la preuve matérielle avec la carte d'identité et l'absence d'alibi. Frédéric fut interpellé pour sabotage et incendie criminel. Pendant que ce drame se jouait, Jacqueline, à Fribourg, vivait un rêve éveillé. Hans, convaincu de son génie, avait accéléré les choses. Elle avait quitté son petit atelier pour une somptueuse villa, un domaine entièrement dédié à son art. Le sous-sol fut transformé en un laboratoire de pointe, avec un orgue à parfum monumental. Les jardins, remplis de roses, de jasmins et de tubéreuses, étaient un réservoir d'inspiration infinie. Le jour, elle contrôlait les fleurs cueillies à l'aube, puis passait des heures devant son orgue à parfum, composant son premier grand chef-d'œuvre, un accord audacieux qu'elle nommait en secret l'évasion du désert. Elle travaillait par petites touches, notant chaque dosage, cherchant l'équilibre parfait entre les senteurs. La nuit, elle laissait ses créations macérer, avant de sortir dans le parc pour reposer son nez, respirant l'air neutre pour remettre ses sens à zéro. Épuisée mais satisfaite, elle s'endormait, inconsciente que dans le même temps, son père était enfermé, accusé d'un crime terrible qu'il n'avait pas commis. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire pleine de rebondissements. J'espère que la première partie vous a plu. Rendez-vous pour la deuxième partie. À bientôt.